Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire du linge, du vêtement, de la mode. Alors, c'est une façon différente d'approcher le sujet que vous avez sûrement pas vu avant. Alors, si vous voulez, je peux démarrer et on peut discuter les autres choses une autre Allez-y, fois. allez-y, écoutez, Bon. Alors, faites vous voyez bien mon écran? Oui, Bon, alors, cette présentation, c'est pas pour des mineurs, OK? Il y a des choses que peut-être il va falloir brouiller. Il y a peut-être des mots qu'il va falloir censurer à cause des dieux de YouTube et tout, qui montrent des meurtres et tout, mais quand tu utilises certains mots, boum, bon, il y a des problèmes. Alors, comment est-ce que les femmes musulmanes s'habillaient? Bon. Il faut commencer par voir les opinions différentes des fuqaha. Alors, selon un hadith qui est attribué au prophète, une femme est juste bien couverte quand elle est morte et enterrée. C'est un hadith attribué au prophète. Je ne crois pas que c'est un hadith authentique. C'est absolument scandaleux et diabolique, mais il y a une tradition prophétique qui dit qu'une femme, si une femme te demande, comment est-ce que je devrais me voiler? Ben, selon ce hadith, ben, tu devrais être morte et enterrée. Et c'est juste quand tu es morte et enterrée que tu portes bien le foulard. Alors, grâce à Dieu, il n'y a personne qui a passé une fatwa disant qu'il faut tuer et enterrer les femmes. Mais les talibans, ils ne sont pas loin de là. Les femmes ne peuvent pas parler en public, les femmes ne peuvent pas sortir de leur maison. Un peu plus, ils vont juste exterminer les femmes dans leur pays. Bon. Selon d'autres savants, une femme, pour qu'elle soit bien couverte, elle devrait jamais quitter sa maison. Elle devrait être enfermée dans sa maison ou enfermée dans sa chambre. Alors ça, c'est la position des gens comme les talibans. Selon d'autres fuqaha, une femme doit être complètement couverte, de la tête jusqu'aux pieds, les mains couvertes, le visage couvert et même les yeux couverts. Il y en a d'autres qui disent qu'une femme peut montrer un œil. Je ne trouve pas que c'est vraiment pratique, mais il y en a qui disent couvrez tout à l'exception d'un œil. Il y en a d'autres qui disent couvrez tout à l'exception de vos yeux. Alors, vous pouvez montrer les deux yeux, c'est-à-dire le niqab. Il y en a d'autres qui disent que les femmes peuvent montrer leur visage. Il y en a d'autres qui disent que les femmes peuvent montrer leurs mains. OK? Alors, ce sont des positions qu'on connaît. Il y en a d'autres qui disent que les femmes peuvent montrer leurs pieds. OK? Il y en a d'autres qui disent que, et ça, ce sont des opinions de fuqaha classiques. OK? Il y en a qui disent que les femmes peuvent montrer leurs bras jusqu'au coude. Oh, ça c'est intéressant. On ne nous parle pas très souvent de cela. c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais encore entendu des fuqaha classiques. Absolument. OK? Ça, c'est pas du réformisme ou Oui, rien. oui. Ça, c'est donc des opinions, des fuqaha, des ulémas classiques. Est-ce que... Je donne toutes les références dans mon livre. Oui, allez-y. Oui, mais c'était ça. Mais c'était au niveau des références. Et j'allais rajouter même, alors c'est pas pour enfoncer le clou, mais il y en a même d'autres qui considèrent que les yeux doivent être cachés. Et justement, c'est pour ça que en Afghanistan, ils mettent ce grillage devant les yeux, y compris. Ouais. Même pas un œil, en fait, 0 œil à montrer. Oui, c'est épouvantable. Il y en a d'autres qui disent que les femmes peuvent montrer leurs bras et aussi leurs cheveux. OK? On n'est pas hors islam ici. On est au cœur de l'islam. Et il y a des savants de l'époque classique de la civilisation islamique qui ont décrété que les femmes pouvaient montrer leurs cheveux. Okay. Est-ce que vous avez un nom ça, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, parce que là, c'est vraiment la révélation, là, pour le coup. Là, on commence fort, là, déjà. C'est là que ça nous choque, parce que, et c'est pour ça que j'apprécie votre introduction. Vous m'avez dit, je ne suis pas réformiste. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont dans la tradition, mais qui ont été oubliées. Je suis critique. Non. Ce ne sont pas juste des choses qui ont été oubliées, ce sont des choses qui ont été cachées de façon délibérée. Alors, moi, quand j'étudiais avec les ulémas et tout, et je leur demandais au sujet du hijab, ils me disaient que, bon, j'ai demandé, bon,
quels sont les fatawa? Quelles sont les opinions? Et il disait qu'une femme peut montrer son visage et ses mains, selon certains les pieds, et il y en a d'autres qui disent qu'ils devraient couvrir leur visage. Et je leur ai demandé, ce sont les seules positions? Ils disent oui, il n'existe rien d'autre. Mais c'est complètement faux. Quand tu te mets à étudier les livres de fiqh, de jurisprudence islamique, tu vois que c'est pas vrai. Alors, ils sont en train de mentir aux gens. C'est injuste, injuste. Bon, alors oui, il y a des ulamas qui ont décrété que les femmes peuvent montrer leurs cheveux. Un point, c'est tout. Mais est-ce que vous avez un nom là par hasard ou est-ce qu'on pourra en donner plus tard on peut discuter ça la prochaine fois. Okay? D'accord. Alors, je vais mentionner juste quelques noms ici à la fin. Alors, il y en a d'autres qui disent que les femmes peuvent montrer non seulement leurs bras jusqu'au coude, mais aussi leurs jambes jusqu'aux genoux. Wow! Très intéressant. Il y en a d'autres qui ont décrété qu'une femme peut montrer tous ses bras et toutes ses jambes. OK? Qu'elles doivent couvrir leur partie privée et puis leur torseau. Il y en a d'autres qui disent qu'une femme peut enseigner beaucoup, beaucoup plus. Okay? Ils doivent couvrir leur partie privée et leur sein. C'est tout. Il y en a d'autres qui disent qu'une femme doit seulement couvrir ses parties privées, que ce n'est pas obligatoire de couvrir les seins. Wow! Il y en a d'autres qui disent qu'elles doivent couvrir leur partie privée et leur sein. Il y en a d'autres qui disent que la seule chose que les femmes musulmanes doivent couvrir sont leurs parties privées, leur aura. Et ils sont très clairs avec le mot qu'ils utilisent. Ils parlent du furuj, ils parlent, bon, je ne vais pas mentionner, ils parlent si, on peut le faire, on a compris, mais c'est, d'ailleurs j'ai entendu, je crois que c'était Ousmane Timera qui parlait des furuj, et il utilisait le verset de Moïse qui met sa main dans son aisselle, parce que c'est le même terme qui est utilisé, en disant que c'était les entrées des vêtements, voire même les entrées dans le corps. Et dans sous-entendu, ce qui est mentionné de cacher, ce serait littéralement les parties, quoi. Oui. Les entrées dans le corps. Alors, je vais vous mentionner deux noms. Pardon, John. John. L'islam étant une loi, étant une religion, qui est basée sur la loi, sur la juridiction, sur la législation. Un acte, une pensée, ou peu importe, une interaction humaine d'un corps vers un autre ou d'un corps vers l'extérieur, est sujette à devoir répondre à une loi d'Allah. Moi, j'aimerais trouver un ulama, un savant de l'islam, comme ils disent, qui répondrait à cette question. Bonjour, monsieur le savant de l'islam. Je m'appelle Apostat Kafir, j'ai 65 ans, je suis aveugle de naissance. C'est-à-dire, depuis ma naissance, je suis aveugle. Oui. Et ce qu'une femme doit couvrir, c'est parti devant moi. Et là, on verra ce qu'ils vont répondre. Parce que tout est basé sur la vision, sur l'excitation, sur la fornication, etc. Ils pourront pas dire oui, non, c'est débile. Oui. Bon, alors... Excusez-moi, juste avant de poursuivre, là, sur les différentes visions, est-ce qu'on parle de... Parce que là, on n'a pas encore de nom des avis de ces savants qui sont effectivement surprenants. Est-ce que c'est des savants anciens de la tradition sunnite ou c'est mêlé ou... Parce que effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui... Il y a même des, entre guillemets... penseurs qui disent qu'on a le droit de boire de l'alcool en islam ou manger du cochon. Et ça a son importance de savoir les avis dont vous nous parlez. Est-ce que c'est uniquement des avis anciens ou ça comprend aussi des avis contemporains? Des avis anciens, des avis contemporains aussi. Il y a des ulémas contemporains qui partagent ces opinions. Alors, je vais mentionner deux noms. Ibn Junayd al-Iskafi. Bon, Ibn Junayd al-Iskafi, il fait partie des Qadimain, des deux anciens fuqaha chiites imamites les plus anciens. Et lui, il a passé un fatwa très fameux
qui était peut-être même un peu scandaleux à l'époque, il a décrété que la seule chose que les femmes devaient couvrir était leur partie privée. Alors ça, c'est... Et maintenant, on pense aux Ithna Ashari, aux Imamites, aux Chiites, aux Iraniens en Irak et en Iran, et on voit leur vision de l'islam et de la femme. Mais leur plus ancien faqih, il était excessivement libéral quand ça venait au linge des femmes. Bon, alors, on peut se baser sur l'islam chiite pour cette opinion, mais aussi Ibn Arabi, le fameux Ibn Arabi qui était un soufi, mais de la tradition sunnite, a aussi décrété que la seule chose qu'une femme... Il a discuté en détail les opinions différentes au sujet de ce que al-awra, ça constitue. Et lui, sa conclusion, c'était que la seule chose qu'une femme doit couvrir en réalité sont ses parties privées. Okay? C'est question de décence publique. Et il y a d'autres auteurs, des mufassirines du Coran, qui interprètent le Coran de cette façon. OK, mais c'est une chose d'étudier les textes. OK? On doit mettre ces textes dans leur contexte. OK? Alors, beaucoup de gens, ils regardent les femmes musulmanes en Iran, en Irak et tout, et ils pensent que les femmes se sont habillées de cette façon depuis le temps du prophète. C'est complètement faux. Allons voir comment les femmes musulmanes s'habillaient dans les anciens temps. Alors maintenant, on va regarder les femmes umayyades. Bon, ce que nous voyons ici sont les images les plus anciennes de femmes musulmanes. Ça vient de Qusayr Amra. OK? C'est un château des Umayyads qui se trouve aujourd'hui en Jordanie. OK? On est dans l'an 730. OK? 730. On est à 100 ans après la mort du prophète. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons des femmes qui, non seulement montrent leurs cheveux et qui portent des mini-jupes et des robes transparentes, mais qui montrent leurs seins. Okay? Il y en a d'autres qui portent des bikinis, il y en a d'autres qui portent des strings. OK? Alors vraiment, ça bouleverse l'esprit. Alors voici une autre peinture de Qusayr Amra d'une femme qui essentiellement ne porte que des bijoux et tout, qui décore son corps. C'est une danseuse, on ne sait pas. Voici une autre femme. Est-ce que vous pouvez revenir à l'image 19, s'il vous plaît? Juste pour revenir. La 19, là on est à la 22, en arrière. Ok, oui, voilà. Mais là, en tout cas, moi, là, ce que je vois effectivement, je vois une femme, seins nus, etc., dans une sorte de bain, je sais pas, je crois que c'est un bain, mais derrière, on voit quand même des femmes voilées. Là, derrière, à gauche, là, on voit tout un groupe de femmes qui sont voilées, qui ont une petite couverture, et moi, je me dis, ça ressemble beaucoup à ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire que dans les harems, et notamment, il y avait des esclaves qui montraient leurs seins nus, et que les autres femmes, qui n'étaient pas des esclaves, on appelle ça des concubines pour dire gentiment des esclaves sexuels, et elles étaient voilées. Mais est-ce que c'est pas au contraire? Moi, je trouve que cette image, elle est concordante avec ce qu'on nous dit de la tradition sunnite, quoi. Et en plus, effectivement, que dans les harems, dans les châteaux, bon, il y avait une certaine, ça suivait pas forcément les règles, on va dire, mais en tout cas, derrière, on voit quand même un groupe de femmes qui est voilé. Oui, on va discuter ça. On va continuer, on va discuter ça. C'est un point. C'est un bon point. Mais par contre, il y a des savants, il y a des musulmans qui insistent que ce n'est pas vrai que les femmes qui étaient esclaves montraient leurs seins en public. Il y en a qui disent c'est faux, c'est impossible. Omar, il n'aurait jamais toléré une telle chose. Bon, alors, encore, c'est la différence entre ce que les textes nous racontent et ce que nous pouvons constater sur le terrain. Bon, alors bien sûr... Mais cette image, en tout cas, moi je la trouve vraiment... c'est-à-dire, même les femmes, là, on les voit presque gênées. Et elles me font penser d'ailleurs aux maghrébines que je croisais à la campagne au Maroc, parce que je suis originaire du Maroc, qui voyaient, quand vous les croisez même de loin,
non seulement elles sont voilées, mais elles prennent leur couverture et elles la cachent un peu encore plus pour rajouter de la pudeur, là, comme celle-là, là, juste qui et ouais, vraiment, je trouve ça passionnant en fait cette image. Oui, c'est très intéressant. Quand tu donnes cette image à certains savants arabo-musulmans, ils disent que, bon, ces femmes-là ne sont pas des femmes musulmanes, parce qu'aucune femme musulmane va s'exposer d'une telle façon. Ce sont des non-musulmanes, ce sont des esclaves et tout. C'est comme ça qu'ils raisonnent et qu'ils interprètent ces images. Okay? Bon, mais par contre, on nous dit que les images sont interdites dans l'islam, qu'on ne peut pas montrer des êtres humains ou des animaux, que dans l'islam, c'est juste l'art abstrait. OK. Bon, voyons. Et c'est encore la différence entre la théorie de l'islam et la pratique et la réalité. Comment est-ce que la religion est interprétée et appliquée par les gens? Bon, alors, bon, encore des femmes qui sont... l'autre chose, il y a une savante arabo-musulmane qui dit que non, ce sont même pas des êtres humains, ce sont des déesses. Ah, des déesses. Oui, ce sont des scènes mythologiques. Alors, vous voulez me dire que les musulmans, les leaders, ce sont les califes, ce sont les représentants du prophète et de l'islam, l'ombre de Dieu sur la terre. OK? Un siècle après le prophète, ils étaient en train de faire des images de déesses dans leur palais. Vraiment, je trouve ça un peu étrange. Encore ici, c'est une piscine. Il y en a d'autres qui disent non, ce sont des épouses, ce ne sont pas des esclaves. Bon, mais si on regarde qu'est-ce qu'il se passait dans le monde à cette époque, on peut comprendre cette scène. Alors ici, on est à Piazza Armerina, en Italie, durant le 4e siècle. Et ça, c'est la scène d'un gymnase et d'une piscine. Alors, comment est-ce que les femmes à cette époque, okay, au 7e siècle, au 6e siècle, au 5e siècle, au 4e siècle, comment est-ce que les femmes dans la Méditerranée s'habillaient pour aller nager? Alors, nous voyons ici clairement que les femmes portaient l'équivalent d'un bikini ou d'un maillot de bain. OK? Alors, voici le monde dans lequel l'islam est né. Alors, c'est pas du tout différent de la façon que les femmes s'habillent pour nager ou aller à la piscine dans la Méditerranée au 21e siècle. C'était en quelle année? Est-ce qu'on a la date de... Oui, ici, on est, c'est le 4e siècle. Alors, on est très proche de la naissance de l'islam. Okay? On parle du 7e siècle. Alors, voilà comment les femmes s'habillaient pour s'exercer, pour s'entraîner au gymnase, pour jouer des sports, pour aller nager. OK? Bon. Alors, il n'y a pas de grande différence avec la façon que les femmes s'habillent aujourd'hui. Regardez la femme à la gauche, 4e siècle, la femme à la droite, le 21e siècle. OK? Alors, le bikini, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au 20e siècle, en 1946, par exemple, en France. C'est quelque chose qui existe depuis plus d'un millénaire. Okay. Là, c'est la plus grande révélation de cette conférence pour l'instant là. Et forcément, c'est un Québécois qui vient encore remettre en cause le patrimoine français. Donc du coup, c'est pas nous qui avons inventé le bikini. Dommage. Non, absolument pas. Absolument. Mais c'est vrai que c'est des bikinis au final là. C'est similaire en tout cas. Ouais. Alors voici d'autres images de ce palais des Umayyads avec les femmes avec les seins nus et tout. OK? Bon, beaucoup plus de scènes. Alors voilà, ça vous donne une idée. OK. Mais voici le palais de Hisham. OK? Ça a été construit par Walid ibn Yazid. OK? Durant l'époque du calife Hisham ibn Abdul Malik. D'accord? Alors, ça s'appelle Khirbat al-Mashfar. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des sculptures. Alors, il n'y a pas juste des peintures, mais il y a des sculptures.
Et il y a des gens qui vont dire que c'était l'influence grecque et tout, et l'influence des chrétiens. Non, ces palais ont été construits par les Umayyads, construits par des musulmans. C'est eux qui ont décidé, on veut des peintures ici, on veut des sculptures et tout. Ils avaient le contrôle. Alors, voici, on a des femmes, on voit leurs cheveux, OK? Il y en a qui se couvraient les cheveux, mais ce n'était pas pour des raisons religieuses. Vous avez mentionné dans l'autre peinture que des femmes voilées. Elles ne se voilaient pas pour la raison théologique que les ulémas donnent. Ça n'a pas rapport du tout. Alors, voici comment, ça c'est une femme du 8e siècle, 7e, 8e siècle. Voici une femme musulmane. Est-ce que c'est une esclave? Est-ce que c'est une épouse? Est-ce que c'est une femme libre? Mais ceci, ça confirme. Il y avait un débat parmi les fuqaha au sujet de combien de linge est-ce qu'une esclave doit porter. Et il y en a énormément qui ont conclu qu'elle doit couvrir ses parties privées, mais elle peut montrer ses seins. Et c'est comme ça qu'elle se promenait, pas juste dans les harems, pas juste dans les maisons de leur maître, mais aussi dans le marché, en public. OK? Alors, on a des gens qui parlent de pudeur, OK? Et qui veulent imposer le foulard et le hijab et le niqab et la baya sur les femmes. Mais, dans le monde musulman, du 7e siècle jusqu'au 20e siècle, jusqu'à l'époque des Ottomans, jusqu'à la fin du califat, il y avait des femmes comme ceci en public. Et ces gens osent nous parler de pudeur. Il y a des pays où même une non-musulmane qui voyage là doit couvrir ses cheveux, comme en Iran. En Arabie Saoudite avant, mais maintenant ils ont changé la loi. Une non-musulmane n'a pas l'obligation de se couvrir les cheveux en Arabie Saoudite. Mais en Iran, une chrétienne, une juive, une bouddhiste qui visite le pays, elle doit porter le foulard. Mais ce que ceci, ça démontre, c'est que ces musulmans-là, au 7e siècle, au 8e siècle, ils étaient énormément plus tolérants que les musulmans d'aujourd'hui. Hein? On harcèle les femmes pour montrer des cheveux. OK, mais à cette époque-là, les femmes se promenaient les seins à l'air et ce n'était pas un problème. Alors vraiment, c'était un monde très différent. Okay? D'autres femmes avec les seins nus, d'autres femmes avec les seins nus. Voici l'islam de l'époque des Umayyads. OK? Bon, voilà. OK, mini-jupe, mini-jupe. Bon, on peut continuer. Alors, voici encore des peintures et tout du palais des Umayyads. OK. J'aimerais vous donner une histoire super rapide du linge. OK? Dans les anciens temps, le premier linge, c'était des colliers, c'était des bracelets et des choses comme ça. Après ça, les femmes ont commencé à couvrir leurs parties privées. Après ça, ils ont développé des pantalons. Après ça, ils ont développé des blouses. Après ça, ils ont développé toutes sortes de linge. OK? Alors, voici l'évolution du linge. OK? Alors, les femmes, okay, dans les anciens temps, elles portaient comme des petites mini-jupes et tout. Bon, voici comment les femmes s'habillaient il y a plus de 5000 ans. OK? Et les hommes, ça s'appelle un loincloth. C'est un tape-cul. OK? Et les femmes portaient comme ces jupes et ces mini-jupes et tout. C'est comme ça que les êtres humains, ils se sont habillés pour des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et avant ça, pour plus d'1 million d'années, les êtres humains, ils se promenaient nus, complètement nus. C'est juste quand ils ont quitté l'Afrique et ils ont commencé à s'établir dans des régions froides qu'ils ont commencé à développer du linge. Et pourquoi on se couvrait? C'était pas juste par pudeur, c'était à cause des éléments, à cause du froid, OK, le vent et tout. Alors, il y a des gens qui sont tellement obsédés avec le hijab et toute cette théologie-là que ça n'a pas dérangé à Dieu que les femmes et les hommes ils se promenaient nus pour 1 million d'années. Soudainement, Dieu il a développé ce sens de pudeur
récemment, d'un point de vue historique, c'est absolument absurde. Bon, alors, maintenant, on est dans l'ancien Irak, OK? On parle de la région appelée l'Acadie, la Sumérie, la Mésopotamie, la Babylonie et tout. Alors, on est à peu près à 5000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ, OK? Alors, comment est-ce que les gens, ils s'habillaient? Les hommes, très souvent, ils ne portaient même pas du linge. Les femmes, elles mettaient des jupes, mais elles ne couvraient pas leur dos, leur torse, leur sein. C'est comme ça que les femmes s'habillaient en Irak dans les anciens temps. OK? En Acadie, c'était la même chose. À cette époque-là, on adorait la déesse. La déesse. Et pourquoi est-ce que c'est important, cette déesse? Comment s'appelle-t-elle? C'est Inanna, c'est Ishtar, Astarte. Parmi les Juifs, elle était connue comme Asherah. Et parmi les Grecs, elle était connue comme Aphrodite. Alors, les gens adoraient une déesse. Et cette déesse était la déesse de l'amour, de la fertilité, de la procréation. OK? Les premières femmes à se couvrir les cheveux, à porter le hijab ou le khimar ou le voile, c'était les femmes, les prêtresses de la déesse qui pratiquaient la prostitution sacrée. Alors, dans cette religion-là, pour adorer la déesse, on faisait l'amour. On allait au temple. Dans le temple, il y avait des prostituées sacrées. On faisait l'amour avec elles. Elles faisaient l'amour à la journée longue. Okay? C'est comme ça qu'ils adoraient la déesse. Alors, les premières femmes, c'est un fait historique, à se voiler, à se couvrir les cheveux, étaient les prêtresses de cette déesse qui pratiquait la prostitution sacrée. C'est assez incroyable, du coup. Ça veut dire que dans le passé, c'était ça s'est inversé parce que dans l'islam, c'était, enfin, même avant, j'ai lu que les non-voilés, c'était justement les prostituées, et les femmes, les très pauvres et prostituées, esclaves. Et là, vous me dites que à cette époque-là, les prostituées, c'était les voilés. Quand même une sacrée inversion. Non, mais il faut distinguer entre une prostituée sacrée et une prostituée vulgaire. C'est quoi la différence du coup? C'est faire l'amour pour des raisons religieuses et spirituelles dans un temple, et l'autre, c'est juste faire l'amour pour de l'argent, pour le plaisir, pour jouir. Alors, il faisait une différence dans les deux. Alors, il était interdit, selon la loi de l'époque, selon le code de Hammurabi, les prostituées vulgaires étaient interdites de porter le voile, de se couvrir les cheveux. OK? Alors, les femmes qui portaient le voile, c'était des femmes consacrées au temple. Et aussi, les femmes mariées se couvraient les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elles étaient consacrées à leur mari. Mais ces femmes-là mariées, une fois par année, c'était leur devoir, c'était leur obligation religieuse d'aller au temple et de s'offrir pour une journée tout entière à tous les pèlerins et à tous les hommes qui visitaient le temple. OK? Alors, une femme voilée, c'est une femme consacrée. Alors, on doit comprendre comment une culture se transmet le long des millénaires et tout. Mais voici l'origine historique du voile. OK? Bon, on continue. Voici la déesse encore. La déesse. OK? La déesse. OK? Les cheveux couverts, un voile sur la tête. OK? Mais ça veut pas dire qu'elle ne montrait pas d'autres choses. Alors maintenant, on est en Babylonie, on est en Assyrie, à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Et voici comment les femmes s'habillaient. OK? Alors, cette femme-ci, c'est une femme célibataire.
célibataire, elle n'est pas mariée. Les femmes mariées portaient un foulard, ou les prêtresses de la déesse portaient un foulard aussi. OK? Bon, on peut aller examiner la civilisation minoenne de l'île de Crète, c'est-à-dire en Grèce. Alors ça, c'est une civilisation vraiment incroyable. C'était une civilisation qui était menée et dirigée par des femmes. OK? Et puis, on est à peu près à 3000 ans. Ils ont duré de 3000 ans à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Les femmes-là portaient des longues jupes, mais elles ne se couvraient pas les seins. OK? Elles étaient toujours les seins à l'air. Voici le linge des femmes de la civilisation minoenne. OK? Les femmes, elles montraient leurs seins. Voilà, elles se couvraient les jambes la plupart du temps, mais les seins, non. Pourquoi? Parce que ces femmes-là adoraient la déesse et les seins, c'était symbole de la déesse et de la fertilité. OK? Bon, voici du linge de la civilisation grecque. Alors, quand vous lisez le Coran, OK? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. OK? Vous allez comprendre ce verset plus quand vous considérez la culture et l'histoire et le passé. Hein? De quoi on parlait? Comment est-ce que les femmes s'habillaient à l'époque? Il parle de quoi exactement? Bon, alors voici, vous pouvez aller dans des musées et voir comment ces femmes de la civilisation minoenne s'habillaient. OK? Bon, vous voyez qu'il y en a qui se couvraient les cheveux. Elles se couvraient les cheveux, mais ça ne veut pas dire qu'elles se couvraient les seins ou elles se couvraient les jambes et tout. OK? Alors, le foulard, c'est associé à la déesse de la fertilité. OK? Voici comment les femmes s'habillaient. C'était complètement normal. Je vous assure que ça ne dérangeait pas les hommes. Ils ont été élevés comme ça. Ils pouvaient se contrôler. Les seins n'étaient pas sexualisés dans le sens qu'on comprend à notre époque. Bon, allons voir comment les femmes s'habillaient en Égypte. 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 30 ans avant Jésus-Christ. Bon, on voit que les femmes, encore, elles ne couvraient pas leurs seins. Voici comment les femmes s'habillaient. Bon, bien sûr, celle-ci, elle est probablement esclave, mais néanmoins, les autres femmes, les femmes libres, portaient du linge transparent. Alors, le linge transparent, ça remonte des milliers d'années. Les femmes portaient du linge transparent. Et puis, on mentionne ça aussi dans les hadiths et dans les livres de fiqh et tout. Ces femmes-là, même des compagnons du prophète qui portaient du linge transparent, qui ont été rabrouillés par le prophète, ça forme partie de cette culture-là. Alors, voici comment les Égyptiennes s'habillaient dans les anciens temps. Il y avait énormément de nudité, il y avait énormément de linge transparent. Bon, encore, on est en Égypte. Voilà comment les femmes s'habillaient. Des fois, en Égypte, c'était très commun de montrer juste un sein, pas deux seins. C'était à la mode. OK? Voilà comment les femmes de haute classe s'habillaient. C'était pas juste question de femmes de basse classe. Même les reines d'Égypte. Voici une robe que Nefertiti portait. Nefertiti, c'était l'épouse de Ramsès. Okay? Et selon certains musulmans et certains mufassiroun, ils disent que l'épouse de Ramsès était Asiya. Alors, ils associent Nefertiti avec Asiya, qui était, soi-disant, une des meilleures femmes. Une des meilleures femmes au monde, avec Khadija et Fatima et Mariam. OK. Bon, alors, si c'est vrai que Asiya était Nefertiti, voici les sortes de robes qu'elle portait. Et si la meilleure des femmes peut porter une sorte de robe que Kim Kardashian, elle porte, ça nous dit quelque chose. OK? Bon, alors voici la robe que la reine portait, Nefertiti. La voici avec son mari qui porte du linge carrément transparent.
voici encore une reine d'Égypte avec les seins à l'air. OK? Au milieu ici, on a une esclave, mais aussi il y a des femmes de classe plus élevée. Après, quand même, la femme de Ramsès s'est remis en cause. En fait, c'est pour dire, c'est que certains, en fait, je crois que je sais plus c'était quoi c'était un converti en plus qui avait déclaré que ce serait probablement lui pharaon parce que il se serait mort noyé et que du coup, bah, c'est probablement lui. Bon, c'est quand même c'est quand même remis en cause quand même beaucoup, y compris par les musulmans Bien sûr. qu'il était lui-même musulman. Mais du coup, quand même, ce que je vois de votre présentation, c'est on en revient à la prostituée. On avait quand même cette distinction de statut qui a perduré dans l'orthodoxie-sunnisme entre les prostituées et la femme libre, si je peux me permettre, de la distinction que le voile servait aussi, et ça on le retrouve dans le sunnisme, que dans les 4 écoles, l'esclave peut montrer ses seins et la femme libre, justement, c'est elle qui doit se voiler. Et justement, il s'inspire du verset qui dit de porter les voiles pour être reconnu. Oui, oui. Alors, oui, ça a continué. Alors maintenant, on s'approche plus à l'époque du prophète et tout, la civilisation nabatéenne. Alors, leur ville principale, c'était Petra, qui n'est pas très loin de Médine. Et puis, bon. Alors, dans cette civilisation-là, on adorait 3 déesses, Alat, Manat et Oza. OK? Mais vraiment, c'était juste des attributs ou des manifestations de la déesse. OK? Alors, bon, ils adoraient la déesse. Et nous voyons aussi que ces femmes se couvrent les cheveux. Alors, c'est associé avec cette pratique religieuse. Voici d'autres exemples de comment les femmes de cette région, non loin de Médine, s'habillaient. Elles montraient leurs seins, elles montraient leur ventre et tout. Voici une femme de cette partie du monde. OK? Mais regardons les femmes arabes. Comment est-ce qu'elles s'habillaient avant l'islam? Alors, nous avons toutes sortes d'exemples. Il y avait énormément de décolletés. Alors, oui. Ça c'est vraiment intéressant, ça, de voir des sculptures d'Arabie, quoi, avant l'islam. Ça, c'est vraiment passionnant, je trouve. Bon, alors, voici une blouse qu'une femme porterait. OK? Alors, il montrait beaucoup de décolleté. Il pouvait montrer du décolleté, mais ça pouvait aller jusqu'au nombril. OK? Il y en a qui avaient des boutons, mais il y en a qui n'avaient pas. Alors, quand ça dit « rabat ton voile sur ton jouyoub », ça, c'est un jouyoub ici. OK? Alors, on peut comprendre de quoi ce verset parle. Voici une femme syrienne du 2e siècle. OK? Encore, ça se voile, mais ça montre les cheveux, ça montre les oreilles et le cou et tout. Comment est-ce que les femmes grecques... Je trouve c'est vachement concordant, excusez-moi, mais c'est très concordant avec... parce que moi, quand j'ai appris le verset du voile, on m'a justement dit, on m'a expliqué ça, on m'a dit, écoutez, c'est simple, les femmes, y compris polythéistes, elles portaient un voile au même titre que même des Arabes, même des hommes portaient un type de voile, et comme un drap que tu mets sur ta tête, comme ça, et elles pouvaient justement montrer leur poitrine, et que du coup, là, l'idée, c'était, en tout cas dans l'interprétation sunnite, le verset du voile, de rabattre votre voile, littéralement marqué comme ça, même en traduction française, rabattre votre voile sur votre poitrine. Sous-entendu, elles avaient déjà le voile sur la tête, il fallait fermer la poitrine, quoi. Oui. Alors, voici comment les femmes en Grèce s'habillaient. Beaucoup de mini-jupes, c'était une culture très libérée sexuellement. La chose, c'est qu'il y a des gens qui nous disent que les femmes ont toujours porté le voile. Et c'est la chose la plus conne et la plus ridicule au monde. Oui, les femmes grecques, il y en a, les mariées, elles se couvraient les cheveux pour montrer leur statut social, qu'elles étaient mariées, mais elles montraient leurs seins, elles montraient toutes sortes de choses, alors ça n'a pas rapport du tout. Bon, alors voici comment les femmes dans cette partie du monde s'habillaient. Ça, c'est l'habit typique d'une femme grecque.
voici d'autres exemples de cette culture et de cette société. Alors, ce qu'on fait, on voyage dans le temps. Bon. Alors, regardons les femmes. On a regardé les femmes Umayyads. Mais maintenant, on va regarder les femmes de l'Andalousie, Al-Andalus. OK? Alors, les Umayyads, ils ont quitté le Levant, le Moyen-Orient. Ils se sont installés via Al-Andalus. Bon, comment est-ce que les femmes s'habillaient là? Nous voyons des cheveux. OK? On voit des cheveux. On voit des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux. On voit des cheveux. Et c'est pas juste à l'intérieur, c'est pas juste dans la maison. Oui, il y en a une ici qui se couvre les cheveux. Peut-être il fait chaud, peut-être il fait soleil, mais néanmoins, ces gens, ils sont dehors et ces femmes ne portent pas le voile. OK? On a d'autres exemples ici de femmes musulmanes en Andalousie. Bon, on se décore peut-être les cheveux, on porte peut-être des voiles transparents et tout, mais on monte des tas de cheveux. Il y en a ici qui se couvrent les cheveux, il y en a d'autres qui ne se couvrent pas les cheveux. Bon, ici, on a des gens de race africaine et tout. Alors, ça nous donne une idée de comment les gens s'habillaient dans cette partie du monde. Bon, mais quelque chose est arrivé à l'époque des Abbassides. Okay? Mais juste avant, sur l'Andalous, ça peut être aussi interprété de se dire bah, c'était quand même un carrefour, c'était auparavant chrétien et que donc il y avait quand même déjà il y avait des chrétiennes et aussi il y avait du coup probablement une plus grande tolérance parce que si on a une qui est pas voilée, une qui est musulmane, une qui est non musulmane, c'était pas qu'une région totalement musulmane et donc on pouvait voilà, on n'est pas sûr déjà qu'elles sont musulmanes, mais on peut s'imaginer aussi avec la présence de nombreux chrétiens qui ne suivent pas forcément la règle du voile, et il y avait une tolérance, même pour les musulmanes, de ne pas se voiler correctement, exactement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Mais bon, je vous présente des images, mais ces images se trouvent dans des livres et les livres expliquent les scènes. Alors, les femmes que je vous montre, ce sont la majorité, elles sont décrites comme des musulmanes. Mais néanmoins, oui. Ce qui est important, c'est qu'il y avait beaucoup plus de tolérance. Oui, c'est bien sûr, c'est intéressant de voir que même à cette époque, elles n'étaient pas voilées comme on l'imagine. Exactement, exactement. Okay? Bon, alors voici dans le palais des Abbassides, encore un tas de cheveux, des tresses et tout. OK? Encore des danseuses, des tresses. Et ça, on trouve ça dans des livres de médecine, dans toutes sortes de livres. Alors, bon, cette notion-là qu'il n'y a pas d'art dans l'islam, c'est complètement con. Il y a toujours eu de l'art dans l'islam. On a toujours représenté des êtres humains. Alors ça, c'est quelque chose de complètement faux. Bon, alors encore, des cheveux, encore des seins. Bon, encore des cheveux. Mais quelque chose est arrivé à l'époque des Abbassides. On a introduit des règles ou des lois beaucoup plus strictes. Alors, c'est à cette époque-là, il y a beaucoup d'historiens qui disent que le voile, comme on le comprend aujourd'hui, date de cette époque-là. Avant l'époque abbasside, les femmes avaient énormément plus de liberté, il y avait beaucoup plus de tolérance, elles participaient dans la société à de nombreux niveaux, mais c'est à l'époque des Abbassides, qui étaient beaucoup plus, disons, fondamentalistes ou intégristes ou islamistes. C'est un peu anachronique, mais pour vous donner une idée, c'est à cette époque-là qu'on voit dans les illustrations, dans les peintures, que les femmes sont voilées et elles portent très souvent le niqab. Mais notez, c'est pas le voile des islamistes d'aujourd'hui. Les femmes, elles portaient des voiles transparents, elles portaient du linge beau avec beaucoup de couleurs. Elles n'étaient pas habillées de tête aux pieds en noir. Oui, elles se voilent, mais elles ont encore du style, elles ont encore du goût, il y a encore de la mode. Alors, regardons le linge des femmes abbassides. OK? Bon. Femme abbasside.
On peut regarder ici. Mais quand même, il y en a ici et là qui montrent leurs cheveux, mais on voit en général un grand changement. Parmi les Fatimides, encore, les femmes au sein nu, les cheveux, les danseuses et tout, on peut aller explorer l'Iran. OK? On est maintenant dans les années 1800 en Iran. OK? Pensez à l'Iran de Khomeini et de Khamenei et regardons comment les femmes iraniennes s'habillaient avant ça. OK? Elles montent leur cou, elles montent des cheveux. Okay? Elles sont modestes, mais néanmoins, elles ont du style, elles ont du goût. Il y en a qui sont beaucoup plus, qui se couvrent plus, il y en a qui se couvrent moins, mais c'est une société vibrante où il y a de la liberté. Voici comment une femme iranienne traditionnelle s'habillait. Il y en a qui montraient leur ventre, il y en a qui montraient leurs cheveux, tout le monde montrait leurs pieds. Encore, il y en a. Il y avait des femmes, très peu, qui se voilaient. OK? Alors, on veut nous croire que ça, c'est l'idéal dans l'islam. Mais ça vient d'avant l'islam. Et ces femmes-là, c'était des matrones. OK? C'était des matrones qui, d'une certaine classe, qui avaient de l'argent, qui vivaient dans des palais, et quand elles sortaient, elles ne voulaient pas être reconnues. Alors elles se couvraient complètement. C'est pas comme ça que les jeunes femmes ou les femmes ordinaires s'habillaient. Mais regarde, vous notez ici que même dans les années 1800, non, ici on est en 1941, ces blouses-là qu'on voyait parmi les femmes en Grèce et les femmes nabatéennes et tout, et minoennes, le décolleté, ça continue à travers les siècles. Alors, voici une femme iranienne du 18e siècle. Okay? C'est pas du tout comme les femmes intégristes et islamistes habillées en Iran. C'est comique parce que certains islamistes et intégristes et fondamentalistes nous disent que c'est interdit pour les femmes de porter des pantalons. Bon, Dieu de merde que c'est une connerie. Les musulmans ont inventé les crises de pantalons. OK? Les saraw et les sirwal. Ça a été développé par les Iraniens, c'était développé par les Turcs. C'était les musulmanes qui portaient des pantalons. C'est beaucoup plus récent pour les femmes chrétiennes et européennes de porter les pantalons. C'était un peu scandaleux à l'époque, mais elles étaient inspirées des modes ottomanes et la mode des Perses. Mais les femmes musulmanes, depuis les anciens temps, elles portent des pantalons. Mais j'ai des amis, elles vont au Liban, dans des régions contrôlées par le Hezbollah, et elles disent, oh, je ne peux pas mettre des jeans, je ne peux pas mettre des pantalons parce que c'est du linge d'homme, et qu'une femme, ça doit mettre une abaya ou une robe ou quelque chose comme ça. C'est complètement con. Ce sont des gens qui ne comprennent rien au sujet de leur culture, de leur histoire. Rien du tout. Alors, voici ce que les femmes portaient, des pantalons. Okay? Ils n'étaient pas serrés, mais c'était des pantalons néanmoins. Et excusez-moi, mais c'est qu'on pense à la mini-jupe et tout, on pense à la France, on pense à l'Europe, mais c'est vraiment en Iran qu'ils ont développé la mini-jupe, même avant les Européens. Alors oui, cette femme porte le foulard, elle monte un peu de cheveux, mais elle monte ses jambes aussi, elle porte une mini-jupe. Alors c'était très à la mode au 19e siècle en Iran pour les femmes de porter la mini-jupe. OK? Voici, encore 19e siècle, une femme qui porte une mini-jupe. Cette femme était vraiment une reine. Des mini-jupes en Iran, 19e siècle. La brasière. OK? Mais une brasière décorée. OK? Décorée, toute adornée. Mais pourquoi est-ce que tu vas fabriquer une brasière comme ceci? Parce que les blouses qu'elle portait étaient transparentes. Alors, tu pouvais voir cette brasière à travers de la blouse. OK? Alors ici, on a l'exemple d'une femme iranienne, 19e siècle. On peut voir que la robe, elle est transparente. La blouse, elle est aussi transparente parce qu'on peut voir sa brasière. C'était à la mode. Et voici comment des femmes iraniennes s'habillaient. Encore beaucoup de décolleté. Okay? A lot of cleavage, comme on dit en anglais. Voici la princesse Qajar, Zahra Khanoum Taj al-Sultane.
OK? Ça, c'était la princesse de l'Iran. Le foulard sur la tête, mais la mini-jupe. Et elle était considérée la femme la plus belle du pays. On peut voir que les standards ont changé énormément. Ah oui, beaucoup. Hein. I mean, les femmes iraniennes comptent parmi les femmes les plus belles au monde, mais à cette époque-là, une belle femme, c'était une femme qui avait un côté très masculin. Et même celle-ci, elle avait une moustache, mais une demi-douzaine d'hommes ont proposé le mariage à cette princesse. Elle les a refusés et ils se sont suicidés. Moi, j'allais le dire, John, merci de le dire. J'allais te le dire, effectivement, je connais l'histoire de cette dame. Effectivement, des gens se sont suicidés parce qu'elle leur a dit non, je ne me marierai pas avec toi. Moi, par contre, si j'étais forcé de marier cette dame, je me suiciderais. C'est pas gentil. Mais, cette femme était aussi très féministe. Elle militait pour les droits des femmes. Alors, voici, c'est la même femme, la princesse de l'Iran. Encore la princesse de l'Iran. On peut aller en Inde. Comment est-ce que les musulmanes en Inde s'habillaient? Beaucoup de cheveux, beaucoup de linge transparent. Okay? Mais même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes musulmanes indiennes, elles montent leurs cheveux, elles ne sont pas très strictes avec le foulard, ceux qui n'ont pas tombé sous l'influence du wahhabisme et des Saoudiens et tout. Mais aussi, du linge transparent. C'était très commun dans certaines régions, même des régions musulmanes. Il fait chaud. Est-ce que vous êtes allé en Inde? Moi, je suis allé là. Maudite merde qu'il fait chaud. Il fait chaud, c'est humide, tu ne peux pas blâmer une femme pour se déshabiller un peu. Alors, c'est comme ça qu'elle se promenait. OK? Encore, un islam très tolérant, excessivement tolérant à l'islam qu'on nous présente de nos jours. Bon, on peut regarder d'autres groupes ethniques, des femmes musulmanes de l'Asie. Où est le hijab? Où est ce hijab? Où est le khimar? Ce sont tous des groupes ethniques musulmans. On ne trouve pas de hijab, pas de khimar. Les femmes chinoises comptent parmi il y a des musulmans en Chine depuis le 7e siècle. Il y a des compagnons du prophète qui sont allés là pour convertir des gens. Les femmes du groupe ethnique, oui, n'ont jamais porté le foulard. Elles ne portent pas le foulard jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, regardons les femmes arabes. OK? On est début du 20e siècle, 1941, on est en Syrie. Bon, il y en a qui se couvrent les cheveux, il y en a qui ne se couvrent pas les cheveux. Bon, voilà, c'est comme ça que les femmes arabes s'habillent. C'est pas du tout la vision des islamistes, des intégristes, des fondamentalistes. Oui, il y en a qui se couvrent le visage, mais très souvent, c'était tout plein de bijoux, c'était très cher ce qu'elles portaient. C'était juste des femmes mariées, des femmes âgées qui s'habillaient comme ça. Bon, encore, voici des Arabes, des Bédouins, comment ils s'habillaient. Ça, c'est du linge traditionnel arabe. Les femmes, elles montraient leurs cheveux, spécialement des tresses. Est-ce qu'elles se couvraient la tête? Oui, mais il fait chaud, il y a du vent, il y a des tempêtes de sable. Bon, alors, et en Afrique, qu'est-ce qu'on a en Afrique? Voici comment les gens s'habillaient en Afrique. Et on est ici à Timbuktu. Et Timbuktu, c'est une région musulmane. Et qu'est-ce que nous voyons? Une femme topless en mini-jupe. Ce sont des musulmans. Mais c'est un islam très différent. On est ici en Éthiopie. On est ici en Somalie. Les femmes somaliennes portaient des mini-jupes et elles étaient topless. Bon, OK, mais regarde, ce sont des musulmans. Mais voici comment leurs femmes s'habillent. En Asie, qu'est-ce qu'on voit? OK, des cheveux, toutes sortes de... Elles se décoraient. Le turban était très populaire. Mais moi, je me souviens, un de mes profs, un de mes enseignants, un alim, un mujtahid, un hujjat al-islam ou al-muslimin, il m'a dit, le chapeau, ce n'est pas le hijab. Un point, c'est tout. Oh, OK, mais tu étais excessivement ignorant. Bien sûr, il n'a jamais ouvert un livre au sujet de l'histoire du linge et de la mode et tout. S'il aurait fait cela, il aurait vu que, wow, il y a un tas de femmes musulmanes qui portaient des turbans, qui portaient des chapeaux. Alors, ce que vous me dites, ça ne reflète pas la réalité. Encore, les turbans très populaires parmi les femmes.
Continuons ici, des femmes du Turkménistan, des chapeaux et des tresses. OK? Personne ne disait que vous n'êtes pas de bons musulmans, vous êtes des mounaféqines, vous êtes des koufars et tout. Non, ce sont des musulmans, mais c'est un islam très différent. OK? On est ici en Afghanistan. Voici comment les femmes afghanes s'habillaient avant l'islamisme. Hein? Le linge ressemblait beaucoup au linge de l'Inde. Les femmes étaient très fières de leurs cheveux. Oui, il y en avait qui se couvraient, mais il n'y en avait pas beaucoup et c'était sûrement pas imposé. Il y en avait beaucoup qui montraient leurs cheveux aussi. Encore d'autres groupes ethniques de l'Asie, des voiles, mais des voiles transparents, tout décorés. Voici des femmes du Turkménistan. Bon, on arrive à l'époque du dernier empire musulman, les Ottomans. Bonjour, qu'est-ce qu'on voit ici? 1607, 17e siècle. Voici comment les femmes turques s'habillaient. Wow! OK? Encore, chapeau, chapeau, cheveux, cheveux. OK? Il y en a qui se couvrent, mais ils montent beaucoup de cheveux, ils montent du décolleté, ils montent... Est-ce que vous, ça vous choque pas, ça, cette... On peut remettre la slide d'avant? Oui. Voilà. Oui, c'était celle-ci. Alors, je vais vous donner le numéro, là, 192. Ouais, ou 192, s'il vous plaît. Voilà. Juste, voilà, c'est ça. Ou même celle d'avant, bah, peu importe. Mais en tout cas, de ce que je vois et même des différentes slides, je pense que vous avez convaincu tout le monde sur le fait que le voile n'a pas été la norme unique et uniforme qu'on veut nous faire croire, y compris au premier temps de l'islam. C'était toujours fluide. Toujours. Oui, exactement. Mais moi, par exemple, non, c'est peut-être là. On n'est pas sur la 192 là. Pardon, 193. Est-ce que vous pouvez mettre celle juste après? Oui. Par exemple, celle-ci, voilà, on a vu sur plusieurs de vos slides Est-ce que vous, personnellement, comment vous l'interprétez que on peut voir des slides où on a des femmes seins nus à côté de femmes voilées complètement? Comment vous l'interprétez? Ça reflète la réalité de la société à cette époque. Il y avait des femmes qui se couvraient et d'autres femmes qui ne se couvraient pas. Non, mais de se couvrir au point de se cacher le visage et à côté de se mettre seins nus, c'est quand même une grosse différence. Oui. On est d'accord. Mais... C'est choquant. Oui, mais après, et même moi, en tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Il y avait une fluidité. Ouais. Et au final, je trouve que cette fluidité, on la trouve même aujourd'hui au Maghreb. Si vous vous promenez, j'ai vu que vous avez étudié à Rabat. Ouais. À Rabat, aujourd'hui, vous pouvez trouver des femmes voilées, d'autres avec un décolleté. Alors, c'est pas un décolleté plongeant, mais encore que, quoique. Ouais. Mais du coup, voilà, ça montre bien qu'il y avait cette, comme vous dites, fluidité, mais pas quand même. Bon, voilà, à Rabat, j'ai encore jamais vu de femmes seins nus. Moi, j'en ai vu. Mais surtout, ce qui choque. Non, bien sûr, j'en ai vu. À la plage. À la plage. Oui, à la plage. Mais surtout, ce qui choque, c'est là, vraiment, moi, je m'interroge quand même parce que il y a une vidéo, je pense que vous l'avez vue, je ne peux pas la diffuser là, mais d'un marché aux esclaves en Arabie Saoudite. J'ai du mal à m'imaginer que ce n'est qu'un choix qui peut laisser la possibilité qu'une femme seins nus soit à côté d'une femme en burqa. Et je me dis, est-ce que c'est pas... On va voir. En tout cas, est-ce qu'il reste à peu près combien de slides sur les vêtements des différentes femmes à peu près là, avant qu'on aborde le Coran? On est à 200. On est à la moitié. Il reste la moitié. Si vous voulez continuer une autre journée, on peut. Mais sinon, non, je veux continuer, mais sur aborder le voile dans le Coran, dans les hadiths. Là, je pense qu'on a bien compris que c'était intéressant. Et d'ailleurs, je vous rejoins juste sur un point. Sur le début, vous avez montré sous le calife Hicham, 100 ans après la mort du prophète, des sculptures. Moi, je trouve ça très intéressant dans l'idée de se dire l'islam, les premiers temps de l'islam, comme on l'imagine, ne sont pas
comme on l'imagine. Moi, ce qui m'interpelle, c'est notamment et je salue Odon Lafontaine qui a fait une super vidéo là-dessus. C'est sur les pièces de monnaie. C'est qu'on avait la présence de sculptures et de pièces de monnaie dans les premiers temps de l'islam, et y compris au temps du prophète, qui utilisait littéralement des pièces de monnaie de polythéistes avec zoroastriennes. Et les compagnons, pareil, alors on va se dire, bon, ils n'ont pas battu monnaie, mais les compagnons après lui, et les suiveurs des compagnons, ils ont battu des monnaies où on voit des figures. Et c'est qu'à partir d'Abd al-Malik, qui lui-même a battu des pièces de monnaie avec des figures, et notamment avec une croix, il a remplacé la croix de mémoire par une épée, et ensuite, il a retiré la figure, et cela correspond pile à l'époque de l'écriture des hadiths, où on a commencé à écrire cette différence, cette interdiction de représentation de choses humaines. Vous avez absolument raison, absolument raison. Aucune religion apparaît dans le monde complètement développée. Tout évolue, tout évolue. Alors, il y a des gens qui suggèrent, qui proposent que les Umayyads, ils n'étaient même pas musulmans. Je crois qu'ils étaient musulmans, mais ils n'étaient pas du tout musulmans comme on pense aujourd'hui. C'est vraiment l'islam, comme on le comprend, c'est une invention des Abbassides. C'était très différent durant les premiers siècles de l'islam. Beaucoup de choses qu'on accepte comme établies n'étaient pas établies. C'était pas des faits. Au début de l'islam, il y avait plus de, je pense, 300 madhahib différents. OK, maintenant, on est pogné avec 4 ou 5 ou 6 ou 7, ça dépend qui tu inclus. Alors, il y avait énormément de diversité d'opinions dans tous les domaines. Mais maintenant, on nous présente juste avec une vision très limitée des faits. Mais moi, quand je regarde cette image, je regarde les talons hauts. On nous dit toutes sortes de fatawa, c'est interdit de porter des talons hauts. Mais les femmes musulmanes, elles portaient des talons hauts. Bon, où étaient les oulémas de l'époque? Où sont les fatawa contre les talons hauts? Elles portaient des talons hauts. Et il y avait des raisons qu'elles portaient des talons hauts. Mais on peut continuer. Voici une femme turque du 16e siècle. Talons hauts, un peu décolleté, elle est toute décorée. Bon, voici encore une robe typique. Bon, alors c'est pas juste au 7e siècle que les femmes portaient des robes comme ça. Elles ont continué à porter des robes comme ça jusqu'au 18e siècle, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle. Alors une femme qui porte ceci, bon, et ça n'a pas de bouton. Tu peux comprendre pourquoi il y a des gens qui vont dire rabattez votre foulard et couvrez votre poitrine. Bon, encore, voici. OK? C'est une chose de le lire dans un texte, dans un tafsir du Coran. Mais voici le linge de l'époque. Aha! Alors, ceci, c'est exactement comme les femmes de la civilisation nabatéenne. OK? C'est pas juste du décolleté. Ici, les seins, ils vont sortir complètement. On s'habille encore comme ça dans les années 1800. C'était un très gros décolleté, là, effectivement. Énormément. Mais pourquoi est-ce que les femmes s'habillaient comme ça? Parce que c'était des mamans, elles avaient des enfants. C'était pour allaiter, oui. Elles devaient allaiter. Bon, alors, il n'y a rien de sexuel dans ceci. Excusez-moi, docteur. Est-ce que vous voulez bien qu'on passe au verset du Coran? Parce que